Si Gbagbo a donné le mot d'ordre aujourd'hui, le lendemain, on s'en met fleurs sur sa tombe, il a qu'à tester. S'il sort aujourd'hui, pour dire qu'on a donné le mot d'ordre, de lendemain, là, on va le... Famille, regardez cette vidéo s'il vous plaît, regardez cette vidéo là. En 2010, c'est l'armée française qui était là, qui a fait tout le job, qui a fait tout le boulot. Ils ont bombardé quand Gbagbo lui-même a capitulé, il s'est rendu. Voilà, et ils ont donné l'ordre à la rébellion de dire ne touchez pas à sa vie. Par exemple, là, quand on lui a fait porter le gilet de l'armée française là, ça c'était un contexte différent. Voilà. Mais depuis que Gbagbo est ici là, Gbagbo n'y a pas 4e mandat là. Pourquoi on ne va pas l'arrêter? Et puis aujourd'hui on va pas l'arrêter. Mais réfléchissez un peu. Alors chers amis, on vient d'apprendre que les gens veulent arrêter le président Laurent Gbagbo au siège du PPACI. Si vous vous souvenez, il a convoqué une réunion d'une importance capitale au siège du PPACI. Déclaration du Front commun. Devant le cabinet du président Laurent Gbagbo, Ouattara avec ses près de 12 cargos de policiers qui attendaient, qui avaient planifié et téléchargé l'arrestation du président Laurent Gbagbo, a été obligé de reculer. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, aujourd'hui, on a montré à Ouattara que Ouattara, il n'est rien. On a montré à Ouattara que ce qui s'est passé en 2020, nous n'allons plus accepter cela en 2025. Ça fait des mois que Laurent Gbagbo avait dit qu'il y aura un mot d'ordre. Qui vont donner le mot d'ordre? Le mot d'ordre est sorti. C'est glisonné, c'est gâté. Le mot d'ordre est sorti, enfin, du côté encore du Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo sont en train de le mot d'ordre. On demande aux gens, aux Ivoiriens, tous de sortir dans les rues. Laurent Gbagbo et puis son staff demandent de sortir dans les rues. Le Front commun, dirigé par Tabara Picasse, écoutez-le ici. Écoutez-le ici, c'est Glisio. Oh. Déclaration du Front commun. Le Front commun, PPACI, PDCI RDA et leurs alliés, RGPS, FPI, URD, voudraient par ma voix vous adresser leurs salutations les plus chaleureuses. Camarades militants, camarades militantes, depuis le 11 octobre 2025, nous sommes entrés dans la phase active de notre lutte contre la violation de notre constitution pour l'avènement d'un état de droit qui garantisse les libertés individuelles et collectives dans notre pays. Ce 11 octobre 2025, une marche pacifique avait été programmée qui devait nous conduire de Saint-Jean au carrefour Sokosé. Malheureusement et contre toute attente, cette marche a été interdite, violemment réprimée. Plusieurs centaines de nos camarades ont été arrêtés, exactement 237 et écroués, quand d'autres ont été blessés, agressés. Des domiciles privés ont été visités et violés. C'est le lieu aussi de féliciter chaleureusement, avec une mention particulière, tous ceux qui ont répondu favorablement, malgré les intempéries et les risques, à cet appel du 11, qui est un appel de la nation. Depuis ce jour, aucun jour ne se déroule sans qu'il n'y ait des manifestations dans une localité de la Côte d'Ivoire. Bonoa, Bangolo, Akoupé, Azopé, Aferi, Yakasseme, Gagnoa, Abidjan, etc., etc. Malheureusement, ces manifestations ne vont pas sans pleurs, sans douleur. Et nous enregistrons des pertes en vie humaine. À Bonoa, un manifestant, Alouan Ernest, a été froidement abattu d'une balle tirée à bout portant qui lui a ôté la vie. À Gagnoa, un jeune élève dans la fleur de l'âge a été mortellement percuté par un véhicule de la police nationale. Mais ce qui est le plus affligeant, ce qui est le plus pitoyable, c'est la mort de ce bébé, un être innocent, que la mort est allée trouver chez lui à la maison, où des gaz lacrymogènes ont été tirés dans la région de la main et ce bébé est mort suffoqué. Ça aurait pu être le bébé de l'un d'entre nous. Ça aurait pu donc être notre famille. Et c'est vraiment triste. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité. Elles ne doivent pas nous traiter en ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis de l'armée ivoirienne. Nous ne sommes pas les ennemis de la gendarmerie ivoirienne. Nous ne sommes pas les ennemis de la police nationale. Nous sommes des Ivoiriens au même titre que tous les autres Ivoiriens des autres partis politiques. Ils ne doivent pas nous massacrer. Notre armée ne doit pas nous massacrer. Notre police ne doit pas ouvrir le feu sur nous. Notre gendarmerie ne doit pas nous martyriser, nous inspirer la peur, la terreur. Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. D'autant plus que nous contribuons en tant que citoyens, par nos impôts que nous payons, à les habiller et à les doter de moyens matériels adéquats pour mener à bien leur mission régalienne. Et ils doivent mener leur mission de façon équitable à l'endroit de tous les citoyens de ce pays, fussent-ils militants ou non du parti au pouvoir. On ne peut pas tous penser la même chose. Mais ce n'est pas parce que nous ne pensons pas la même chose
que nous avons vocation à être torturés, martyrisés, pourchassés. En tout état de cause, que nos agents des forces de l'ordre comprennent que leur responsabilité pénale individuelle est engagée dans les actes qu'ils posent. Et ces morts que nous avons enregistrés ne resteront pas impunis. Le Front commun et les alliés sont à la tâche. Le Front commun et les alliés sont à pied d'œuvre pour monter des dossiers et nous porterons plainte. Nous porterons plainte afin que les coupables soient identifiés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Aucun crime dans ce 21e siècle ne reste impuni dans ce village planétaire auquel nous appartenons. Nous espérons qu'à l'avenir, nos forces de l'ordre comprendront cet appel républicain, humanitaire, fraternel, et qu'ils feront leur mission selon les principes de la République. Nous avons assisté récemment à des manifestations de colère en France. Les Français ont exigé le départ de Macron. Il y a eu des affrontements, parfois violents, brutaux, des agressions sur la personne et l'intégrité des forces de défense et de sécurité en France. Mais jamais nous n'avons vu des pertes en vie humaine. Nous n'avons vu des policiers dégainer ou ouvrir le feu sur des manifestants. Quand bien même ils se sont trouvés souvent en mauvaise posture, en difficulté. Pourquoi? Ici en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, il y a cette propension à vouloir écraser les militants de l'opposition. Pourquoi il y a cette tendance à vouloir marginaliser les militants de l'opposition? Non, nous ne sommes pas des marginaux. Non, nous ne sommes pas des Ivoiriens de seconde zone à qui tout est interdit dans ce pays. Nous avons une constitution unique et cette constitution nous garantit des droits et nous entendons exercer ces droits-là. Et vous, en tant que force et agent de l'ordre, vous avez le droit de nous protéger lorsque nous exerçons nos droits constitutionnels. J'espère que nous avons été entendus et que, à l'avenir, de telles choses ne se reproduiront plus. Car nous sommes des frères et des sœurs, après et avant tout. Merci de m'avoir entendu. Quand la haute direction du Front commun a lancé le projet de la marche le 2 octobre 2025 pour le 11, immédiatement, quelques jours après, nous avons reçu une convocation de la préfecture de police à l'effet de nous présenter illico presto à la direction des enquêtes générales pour affaires nous concernant, pour être entendus. Je rappelle qu'à peine quelques jours auparavant, nous avions été à nouveau convoqués par le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan, à l'effet de nous délivrer un message selon ses dires. Mais ce message n'était nul autre que des menaces qui ont été proférées à notre endroit. Le procureur de la République nous a ouvertement menacés et il a dit qu'il nous tiendrait pour personnellement responsables de tout mouvement, de toute manifestation qui aurait lieu à quelques endroits du territoire ivoirien. Nous avons demandé au procureur de la République, mais de quelle information dispose-t-il? De quels éléments dispose-t-il? Et qui fonde sa certitude que nous sommes auteurs, complices, si effectivement des manifestations avaient lieu. Il n'a pas pu répondre à cette question et il nous a demandé de faire bon usage de ces avertissements. Et donc, quand ce 6 octobre, nous recevons, quelques jours seulement après ces menaces, quand nous recevons une convocation de la préfecture de police, nous imaginons et nous savons ce que cela veut dire. Et donc, nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous n'avons pas répondu à cette convocation. Nous avons décidé en toute connaissance de cause, en toute responsabilité, de ne pas répondre à cette convocation. Car répondre à cette convocation signifiait nous rendre mains et pieds liés au régime. Répondre à cette convocation serait faire de nous-mêmes des prisonniers. Répondre à cette convocation serait donc de la capitulation. Nous avons décidé de ne pas répondre et adopter une posture de combat et de résistance. Et depuis ce jour, les forces de l'ordre sont à nous tous. Les encagoulés sont à nous tous. C'est la traque pour nous mettre la main dessus. Il n'y a pas longtemps encore, une seconde convocation est arrivée. Mais aujourd'hui, je suis à me demander pourquoi cet acharnement? Pourquoi ce harcèlement? Pourquoi vouloir, coûte que coûte, me mettre le grappin là-dessus, me mettre aux arrêts? Mais qu'est-ce que j'ai fait? En tout état de cause, à ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat,
Je le mène avec vous, à vos côtés. La justice fait son travail. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais pour beaucoup d'Ivoiriens, ces mots sonnent faux. Ils y voient une justification politique pour masquer une décision déjà prise depuis longtemps. Écarter définitivement Gbagbo du jeu. Les analystes politiques, eux, n'en reviennent pas. Certains comparent la situation actuelle à une stratégie de verrouillage démocratique où tout opposant potentiel est neutralisé avant même d'avoir la possibilité de s'exprimer. Des journalistes étrangers, venus couvrir la situation, se heurtent à des restrictions sévères. Les caméras sont confisquées, les reportages censurés. L'État contrôle désormais l'information. Mais dans les ruelles d'Abidjan, la rumeur continue de courir. On parle de mouvements de militaires loyaux à Gbagbo, discrets mais déterminés à agir. Certains affirment même qu'un plan serait en cours pour le libérer. Rien n'est confirmé, mais cette rumeur suffit à tenir le pays en haleine. Les yeux du monde se tournent à nouveau vers la Côte d'Ivoire. Ce pays qui semblait avoir retrouvé la paix, mais qui replonge, encore une fois, dans l'incertitude. Les témoignages de proches de Gbagbo commencent à émerger. Une source anonyme affirme que le président déchu vivrait sous surveillance constante, enfermé dans une pièce sans contact extérieur, privé de télévision, de radio, même de lecture. Un isolement total. D'autres disent qu'il aurait été transféré, secrètement dans une base militaire inconnue, loin d'Abidjan. Le mystère reste entier. Les partisans de Gbagbo, eux, n'ont plus peur. Ils descendent dans la rue malgré les menaces. Des femmes, des jeunes, des anciens combattants. Tous réclamant la même chose, sa libération immédiate. Pour eux, ce qui se joue n'est pas seulement le sort d'un homme, mais celui de la démocratie ivoirienne. Dans les quartiers populaires, les discussions tournent autour d'une seule question. Jusqu'où ira Ouattara? Certains pensent qu'il prépare un nouveau mandat en verrouillant toute opposition. D'autres estiment qu'il redoute le retour de Gbagbo, comme une revanche politique qui pourrait renverser l'équilibre du pouvoir. Mais tous s'accordent sur un point. La peur est revenue. Des diplomates africains tentent de calmer la situation. L'Union africaine aurait entamé des discussions discrètes pour éviter une escalade. Mais selon plusieurs experts, tant que Gbagbo restera détenu, la rue ne se taira pas. Et plus la rue gronde, plus le pouvoir s'enferme dans le silence. Certains observateurs rappellent que c'est exactement ainsi qu'avait commencé la crise de 2010, une tension politique ignorée, une population divisée, un pouvoir qui refuse le dialogue. L'histoire semble se répéter et cette fois, les conséquences pourraient être encore plus graves. Dans les camps militaires, la situation est floue. Des soldats auraient refusé d'obéir à certains ordres, estimant que l'armée n'a pas à servir d'outil politique. Dans les chancelleries étrangères, la pression monte. L'Union européenne appelle au calme. L'Union africaine convoque une session spéciale. Le président du Ghana, inquiet, propose d'envoyer des médiateurs. Mais Ouattara, lui, reste inflexible. Il refuse toute ingérence, affirmant que la justice ivoirienne suit son cours. Pourtant, des signes montrent que le pouvoir commence à vaciller. Plusieurs officiers de l'armée auraient refusé de participer aux opérations de répression. Certains auraient même déserté avec leurs armes. Des unités entières auraient disparu dans la nature. On parle de fissures au sein de l'armée, un scénario redouté par le palais présidentiel. Les plus anciens se souviennent de 2010. Ils s'entendent que l'histoire risque de se répéter. Cette peur, silencieuse mais tenace, flotte dans l'air. Les familles s'enferment chez elles. Les enfants n'ont plus école. Les marchés ferment tôt. Les transports sont à l'arrêt. Le pays tourne au ralenti. Mais dans cette atmosphère de tension, une autre force émerge, celle du peuple. Une énergie invisible portée par la conviction que la vérité finira par triompher. Des jeunes réalisateurs tournent des vidéos clandestines. Des journalistes indépendants diffusent des témoignages en direct sur les réseaux. La population s'informe par des canaux parallèles, contournant la censure officielle. Un soir, une grande marche pacifique est annoncée pour le lendemain à Abidjan. Les autorités la déclarent illégale, mais les gens décident d'y aller quand même. Le lendemain, la ville entière semble se lever. Des milliers de personnes se rassemblent, venues de toutes les régions. Des drapeaux, des chants, des slogans. Une marée humaine. Les forces de sécurité sont dépassées. Elles bloquent les routes, mais les foules contournent les barrages. Les manifestants arrivent finalement jusqu'aux abords de la résidence de Gbagbo. Des soldats, nerveux, tirent en l'air pour disperser la foule. Mais au lieu de fuir, les gens s'agenouillent. Ils lèvent les mains au ciel. Dans ce moment suspendu, quelque chose change. Certains soldats baissent leurs armes. Des larmes coulent. Des chants montent. Et pour la première fois depuis des semaines, le silence du pouvoir se fissure. Le soir même, des informations filtrent. Des négociations seraient en cours entre le camp Ouattara et des représentants du parti de Gbagbo.
Rien n'est encore officiel, mais le peuple y croit. Les gens dansent, prient, espèrent. Mais derrière cette apparente accalmie, une autre vérité se prépare. Car pendant que le pays célèbre l'idée d'une possible libération, un avion décolle discrètement de l'aéroport militaire de Port-Bouët. À son bord, selon certaines sources, un prisonnier important, escorté par des agents masqués. Destination inconnue. Dans les universités, les jeunes débattent avec passion. Certains accusent la France d'être derrière tout cela. D'autres pensent que Ouattara agit seul, par peur de perdre le pouvoir. Mais tous conviennent d'une chose. Le pays n'a plus confiance. Les institutions sont discréditées. Les médias officiels ignorés. La rue est devenue le nouveau Parlement. Et pendant que la Côte d'Ivoire tremble, un événement inattendu survient. Une lettre manuscrite attribuée à Laurent Gbagbo apparaît mystérieusement sur les réseaux sociaux. Le document, rédigé d'une écriture reconnaissable, dit simplement « Ne pleurez pas pour moi, l'Afrique est plus grande que nos douleurs. Continuez le combat avec dignité. » Cette lettre met le feu au pays. Des copies circulent partout, des pancartes la reprennent mot pour mot. Elle devient un symbole, une déclaration de foi. Certains affirment que c'est un faux, d'autres jurent qu'elle vient bien de lui. Mais peu importe, elle rallume l'espoir. Face à cette vague, Ouattara commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Les manifestations deviennent quotidiennes. Des personnalités publiques, jusque-là neutres, prennent position. Des artistes célèbres appellent à la libération de Gbagbo. Des officiers de police refusent désormais d'obéir à certains ordres. L'État chancelle. Une nuit, un bruit sourd résonne dans tout Abidjan. Des détonations, des cris, des véhicules militaires en mouvement. Des témoins affirment avoir vu des troupes se diriger vers la résidence présidentielle. Une tentative de putsch? Une mutinerie? Personne ne sait vraiment. Mais quelque chose est en train de se passer. Le lendemain matin, les informations sont confuses. Les médias d'État parlent de troubles maîtrisés, mais sur les réseaux, les vidéos montrent des scènes de chaos. Des soldats hurlant « Justice », des civils acclamant l'armée. Un enregistrement audio attribué à un colonel rebelle circule. Nous ne combattons pas pour Gbagbo seulement. Nous combattons pour la dignité du peuple ivoirien. Le pays entier retient son souffle. Dans la confusion, une autre rumeur émerge. Gbagbo aurait été libéré par des soldats loyaux. Personne ne sait où il est. Des témoins affirment avoir vu un convoi traverser la frontière vers le Libéria. Les réseaux s'enflamment. Il est libre! À Abidjan, des foules en liesse envahissent les rues. On chante, on danse, on prie. Mais le pouvoir, lui, dément formellement. Selon le porte-parole du gouvernement, Gbagbo est toujours sous contrôle des autorités. Pourtant, aucune preuve, aucun communiqué officiel. Les heures passent, les spéculations grandissent. Puis, une image floue apparaît en ligne. On y voit un homme âgé, vêtu d'une chemise blanche, marchant difficilement sur une route poussiéreuse, entouré de quelques hommes armés. Le visage est fatigué, mais le regard est vif, et dans la légende, 3 mots.